Bienvenue dans ce podcast établi par l'équipe de l'INSEAC, l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. L'INSEAC du CNAM. Bonjour, donc on est aujourd'hui réunis en jury pour vous écouter à la double distraction pour moi. Voilà. Je vais m'accoutumer à un dispositif, c'est aussi des choses importantes. Donc, comme c'est enregistré, en fait, c'est quelque chose qui est très bien fait. Tout d'abord, on va vous en remercier. Il y a un surtitrage. C'est important de mettre en cohérence le fond, la forme, l'expression. Et déjà, on peut le dire, on l'a tous remarqué dans votre dossier. Donc, dans ce jury, donc, la première personne qui prendra la parole, ce sera Carole Boetti. Et on est très heureux parce que c'est une forme de transmission, d'écoute. C'est important. Ensuite, Philippe Abgral qui a suivi ce projet et qui vous fera ses retours. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions et quand il n'y en a pas, vous dites OK. Là-dessus, c'est vraiment le principe parce que on n'est pas peu bavard et on a toute une après-midi à passer ensemble et on va le gérer aussi. Ensuite, de mémoire, c'est Justine, Zoé, moi et Pascal. Hein? Mickaël. Oui, alors, moi je m'appelle Daniel aujourd'hui. Voilà, je suis... Et l'exercice, c'est qu'on va vous écouter pendant une vingtaine de minutes, de dire aussi qu'on a pris le temps d'échanger, évidemment, que ce soit l'écriture, l'émotion ou la méthode, il y a plein de choses qui sont... Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes présentes aujourd'hui pour soutenir notre projet d'expérimentation professionnelle et scientifique. Nous avons reçu une commande qui questionne la scénarisation du tiers-lieu culturel de Kersalik. Il s'agit donc d'un partenariat entre l'EHPAD de Guingamp, Kersalik, et l'INSEAC. Pour cela, je vais d'abord présenter notre groupe qui se compose de 4 étudiantes. Nous avons Armelle Boterf, Lisaïque Leclèche, Joséphine Yvon et moi-même Clémentine Crosset. Avant de débuter notre présentation, nous tenons à remercier toutes les personnes présentes aujourd'hui, notamment le jury en face de nous. Merci à Kersalik, notamment Corinne Antoine Guillaume, Michael Kéin, les habitants, les soignants, les familles et les habitants de Guingamp. Nous remercions également Carole Boetti, puis l'INSEAC, particulièrement Emmanuel Etis, Damien Malinas, Raphaël Roth, Stéphanie Pourquet-Jacquin, Philippe Abgral et les doctorants Zéyouli, Justine Jean Daudy d'Anjou et Zoé Lagnès. Et également un grand merci à tous les interlocuteurs que nous avons pu rencontrer. En ce qui concerne l'EHPAD, l'établissement a ouvert en 1977. Il a d'abord été un foyer de logement. En 1998, une cure médicale s'ouvre et devient un EHPAD en 2006. C'est avec l'arrivée de la nouvelle directrice Corinne Antoine Guillaume en 2013 que l'établissement va changer. Cela va marquer un grand point de bascule. Dès 2015, le changement de l'EHPAD débute, notamment avec des nouvelles idées que Corinne Antoine Guillaume met en place, et c'est en 2021 que Kersalik est labellisé tiers-lieu par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA. Ils ont répondu à un appel à projet nommé Un EHPAD dans mon tiers-lieu. Désormais, l'EHPAD tend à être labellisé tiers-lieu culturel afin d'appuyer ses actions et continuer son développement. Assieds-toi sur le bord d'une ondante rivière. Tu la verras fluer d'un perpétuel cours. Et flot sur flot, roulant en mille et mille tours, déchargé par les prés son humide carrière. Mais tu ne verras rien de cette onde première qui naguère coulait. L'eau change tous les jours. Tous les jours elle passe et la nommons toujours même fleuve et même eau d'une même manière. Ainsi l'homme varie et ne sera demain tel comme aujourd'hui du pauvre corps humain la force que le temps abrévie et consomme. Le nom sans varier nous suit jusqu'au trépas, et combien qu'aujourd'hui celui ne soit-je pas, qui vivait hier passé, toujours même, on me nomme. Jean-Baptiste Chassinier, Le mépris de la vie et consolation contre la mort, 1594. Nous allons poursuivre la poétique de l'eau et du temps pour arriver au concept de tiers-lieu.
Dans la construction théorique de notre recherche, nous nous sommes attachés à valoriser la pensée de différents sociologues et philosophes. La notion d'hétérotopie, forgée par Michel Foucault, a particulièrement retenu notre attention. Le terme hétérotopie est composé du topos grec, qui veut dire le lieu, et d'hétéros, qui veut dire autre. Hétérotopie signifie littéralement le lieu autre. Pour Michel Foucault, ces lieux autres sont des sortes de contre-emplacements, d'utopies effectivement réalisées, des lieux localisables qui sont à la fois hors de tous les lieux, mais que l'on trouve dans toute société. Alors pourquoi la poétique de l'eau ? Grâce à la figure du navire, qui est pour Michel Foucault l'hétérotopie par excellence, puisque le bateau, c'est un morceau flottant d'espace, un lieu sans lieu, qui vit par lui-même, qui est fermé sur soi et qui est livré en même temps à l'infini de la mer. En ce sens, tout comme le navire, le tiers-lieu peut devenir emblème hétérotopique. Comme le bateau, il répond aux différents principes hétérotopiques défendus par Michel Foucault. Il vogue entre deux directions, point de départ et point d'arrivée, avec destinations multiples, des points de danger, de rupture, de prise de risque. Certains marins quittent l'embarcation, d'autres embarquent au fil du temps. Le tiers-lieu et le navire sont des espaces entre deux, des espaces mouvants, des espaces en voyage. Cependant, nous ne pouvons définir uniquement le tiers-lieu par l'hétérotopie. La notion en elle-même apparaît en fait progressivement dans le vocabulaire des chercheurs à partir des années 80-90. Puis, en 2017, Antoine Buret, dans sa thèse intitulée « Étude de la configuration en tiers-lieu, la repolitisation par le service », définit le tiers-lieu comme une configuration sociale où la rencontre entre des entités individuées s'engage intentionnellement à la conception de représentations communes. L'Association nationale des tiers-lieux, créée en 2019, propose la définition suivante. Les tiers-lieux se construisent par l'engagement d'une communauté et son action collective ancrée dans un territoire. Ils se démarquent comme espace de libre pratique où prime le faire. Ils se développent grâce à la mixité et à l'hybridation d'activités. Comme les pionniers se plaisent à le rappeler, un tiers-lieu ne se décrète pas, il s'invente. En fait, il n'y a pas vraiment un modèle du tiers-lieu. Chaque tiers-lieu est unique et s'adapte à son territoire en intégrant un écosystème. Comme le souligne Pierre Trandel, cofondateur d'un tiers-lieu à Lille, le tiers-lieu, au final, ce n'est qu'un outil. Le tiers-lieu en lui-même n'apporte pas de solution. Il apporte juste la possibilité aux gens de s'approprier ces nouveaux modèles et d'essayer d'en faire quelque chose de positif. Avant de présenter notre méthodologie, il est nécessaire de faire un rapide rappel du vocabulaire de Kersalik pour que tout le monde puisse comprendre nos dires. Le vocabulaire spécifique s'intègre dans une philosophie complète qui repense la manière de travailler en EHPAD. Et c'est en lien avec ce que prône la notion de tiers-lieu. Kersalik est conçu comme un bourg, et cela se répercute sur de nombreux points. Les personnes âgées dans l'établissement s'appellent des habitants ou des résidents. Toute personne travaillant dans l'EHPAD s'appelle soignant, le personnel de nuit, luciole. Les chambres sont des appartements, les unités de soins sont des villages, et Kersalik est une résidence. À l'intérieur, l'établissement est à l'image du centre-ville de Guingamp, avec des noms de rues dans les couloirs, des boîtes aux lettres pour chaque appartement, un café de la mairie, une brasserie, une boutique, une tisanerie et j'en passe. Pour ce qui est de notre méthodologie de travail, nous avons choisi la méthode qualitative en nous entretenant avec divers acteurs. Nous avons alors réalisé des entretiens avec des habitants de chaque village ainsi que divers soignants. Nous avons aussi échangé à de nombreuses reprises avec Michael Kellin, coordinateur de la vie sociale et de l'hébergement, et Corinne Antoine-Guillaume, directrice de l'établissement. De plus, nous avons passé un questionnaire à destination des familles des habitants de Kersalik, qui posaient notamment des questions ouvertes afin d'entendre leur voix. Pour information, en quelques semaines, nous avons pu récolter 27 réponses, sachant qu'il y a 72 résidents. Pour ce travail, notre problématique est
en quoi la reconnaissance du tiers-lieu de Kersalik en tiers-lieu culturel peut-elle contribuer à répondre aux besoins et aspirations de tous les usagers potentiels? Plusieurs interrogations ont émergé, notamment celle des besoins et aspirations des personnes âgées dépendantes. Revenons à la notion de tiers-lieu. Par essence, il est culturel. Rappelons-nous que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 redéfinit le mot culture en reconnaissant, en plus des arts et des lettres, les savoirs, traditions, modes de vie, jeux, sports, technologies, etc. L'Association nationale des tiers-lieux propose de faire lieu pour la libre pratique culturelle. Alors pourquoi se définir tiers-lieu culturel plutôt que tiers-lieu? Les réponses sont multiples. Selon l'Observatoire des tiers-lieux, les tiers-lieux culturels contribuent à une redéfinition en acte de la notion de culture. C'est une manière d'affirmer l'égale valeur des cultures humaines dans leur diversité. Ainsi, nous pouvons penser que le tiers-lieu culturel peut apporter une réponse d'accès à la culture et aux droits culturels, sous-entendant l'absence de reconnaissance égale et d'opportunités d'expression. Concernant l'EHPAD Kersalik, se définir tiers-lieu culturel, c'est rendre visible son engagement pour l'art et la culture, avec toutes les exigences et l'ambition qu'il requiert. Définir le mot culture pour les habitants, mais aussi les soignants, n'est pas chose aisée. Que signifie pour vous le mot culture? Quelles sont vos pratiques culturelles? Tenter de répondre à ce questionnement invite tout à chacun à prendre conscience de la chose suivante. Nous sommes tous des êtres de culture. Et échanger, porter mutuellement attention à nos cultures, c'est leur attribuer une valeur. Nous pensons que cette mise en mots de ce qu'est notre culture suscite deux choses. La prise de conscience de qui je suis, de ce dont j'ai besoin, ainsi que l'élargissement du champ des possibles, c'est-à-dire le surgissement de nouveaux désirs. Ainsi, cette démarche nous a semblé essentielle pour rendre possible l'expression des besoins et des envies de chacun. Nommer Kersalik tiers-lieu culturel, c'est peut-être pour les usagers potentiels du quartier oublier qu'il est EHPAD, avec les représentations que nous en avons, et permettre une mise en mouvement des jeunes vers les vieux et vice-versa. Une mise en mouvement des corps, mais aussi des esprits. Le tiers-lieu culturel est le lieu d'une possible rencontre intergénérationnelle autour de l'éducation artistique tout au long de la vie. Le tiers-lieu culturel est aussi le lieu possible de la créativité, permettant à l'intelligence sensible de chacun de se déployer. C'est le levier rêvé de l'autonomisation par les rencontres, les pratiques et l'accès aux connaissances pour les vieux, mais aussi les moins vieux. Mais pour l'EAC, tout au long de la vie, pour qu'elle soit fonctionnelle auprès des personnes âgées dépendantes, il est plus que nécessaire de s'assurer que leurs besoins et leurs aspirations soient écoutés et respectés. L'écoute de la parole des habitants de Kersalik, relayée parfois par les soignants, nous a semblé être un passage indispensable pour assurer le respect de leurs droits culturels et de leurs droits tout court. Besoin d'amour. J'aime l'amour, nous dit Lucien, de l'espoir et du lien. Besoin d'un temps organisé avec des repères, le respect des routines. Droit également de ne pas avoir envie. Le deuil, l'approche de la mort sont des expériences de vie à ne pas négliger. Ainsi, défendre l'art et la culture dans les EHPAD, c'est soulever au quotidien les questions d'accessibilité dans son acceptation la plus large, c'est mettre en mouvement une réflexion partagée avec les acteurs culturels, les artistes, afin de penser des projets inclusifs de l'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie. Lors de nos entretiens avec les habitants de Kersalik, mais aussi avec les autres acteurs et potentiels acteurs de ce tiers-lieu, nous avons remarqué que cette notion et l'existence de ce projet étaient loin d'être connues par la majorité des personnes interrogées. Or, pour qu'un tiers-lieu soit réellement effectif et que chacun puisse y prendre part et y contribuer, il faut que tous soient informés de leur possibilité d'y participer. Ce droit pour chacun à la participation que défendent les tiers-lieux a pour objectif de ne plus penser les projets à la place des personnes concernées. De plus, la culture peut permettre de révéler les capacités de chacun et ainsi de changer l'image des personnes âgées dépendantes. C'est pourquoi nous avons essayé de rendre notre travail lisible et accessible en proposant par exemple une définition du concept de tiers-lieu en version facile à lire et à comprendre lors de nos entretiens avec les habitants de la résidence et en réfléchissant à des guides d'entretien adaptés. Par ailleurs,
L'accessibilité ne doit pas être réduite à des questions d'accessibilité physique et va au-delà des handicaps. En effet, l'accessibilité dans son acception universelle permet d'inclure les personnes âgées dépendantes, mais aussi toutes les autres personnes susceptibles de s'intéresser à ce tiers-lieu. L'accessibilité doit en effet être comprise dans l'idée du droit à l'exigence artistique et à la création. Si l'accessibilité doit toujours guider les projets à venir, rendre accessible ce qui existe déjà dans la commune de Kersalik, c'est déjà valoriser et faire rayonner le travail qui est déjà fait. Enfin, la montée en compétence du tiers-lieu de Kersalik pourrait permettre aux structures culturelles de la ville de Guingamp de mieux prendre en compte les spécificités de ces publics et pouvoir leur proposer des actions ciblées et adaptées. Je vais désormais parler de quelques points d'ordre méthodologique que nous avons soulevés autour du potentiel retour critique sur notre travail. Pour commencer, nous aurions pu nous améliorer sur la planification des tâches au regard des contraintes temporelles. Et cela va se jouer sur plusieurs points. Nous avions prévu de nous entretenir avec une plus grande diversité d'acteurs culturels. Interroger davantage de personnes nous aurait permis d'avoir un échantillon plus large et sûrement plus représentatif. Aussi, la prise en compte des bénévoles nécessite un approfondissement, notamment la question de la formation de ces derniers. Également, les réponses aux questionnaires à destination des familles mériteraient, dans les mois à venir, d'être approfondies. Avec le recul, nous trouvons que ce n'est pas anodin d'avoir eu autant de répondants en si peu de temps. Désormais, on espère que ce questionnaire puisse être un outil de travail, un support de réflexion et d'échange pour les soignants et les familles, par exemple. Nous voulions vous faire part de 2 expériences plus personnelles vécues dans le cadre de notre PEPS. Dans le cadre de notre enquête, nous sommes allés à la rencontre d'habitants du quartier de Kersalik afin de les interroger sur les notions de tiers-lieu et de culture. L'occasion de partager une réflexion, d'interroger nos rapports à la vieillesse. J'ai eu personnellement le sentiment d'avoir fait tiers-lieu de façon tout à fait naturelle, au contact des personnes rencontrées, et ainsi de m'inscrire dans une démarche citoyenne partagée. Je reprends à présent la parole pour témoigner également d'une situation personnelle. J'ai eu la chance cet été de visiter Kersalik pour la première fois et j'y ai rencontré une habitante avec qui je me suis liée affectivement. Elle m'a pris la main et cette première rencontre par le toucher de sa main frêle, cette rencontre par la peau m'a profondément émue. Cette habitante est décédée au début de notre enquête de terrain et j'ai été affectée. J'aurais aimé pouvoir prolonger notre rencontre. J'aimerais par ce témoignage partager ma grande admiration pour les personnes travaillant dans l'univers du soin et du service à autrui. Je n'en serais peut-être moi-même pas capable, ou peut-être que j'en serais capable avec difficulté et en traversant de la violence émotionnelle. C'est aussi une réalité du travail de terrain, chercher l'équilibre entre la passion pour notre objet d'étude, l'attachement que nous pouvons développer pour certaines personnes, et le recul et détachement objectif et rationnel dont nous devons également faire preuve. Nous allons à présent mettre en perspective quelques éléments de notre travail, tout d'abord en soulignant l'importance de la médiation sensible. Nous pouvons proposer toutes sortes de projets, mais lors de notre enquête, nous avons aussi rencontré des personnes souffrant de lourds troubles cognitifs et de démence type Alzheimer. Pour toucher en particulier ce type de public, les actions passant par le corps, les sens, la sensorialité et la poésie seraient une réponse. La médiation sensible ouvre une voie. Ce concept est une réflexion universitaire et institutionnelle récente. Nous le constatons par exemple dans le monde des musées avec la création en 2022 du groupe d'intérêt spécial consacré à la médiation sensible par le Comité pour l'éducation et l'action culturelle du Conseil international des musées. Et ce groupe de travail structure en fait son travail autour des liens entre art, bien-être et santé. La construction d'une salle d'art dans le bâtiment à venir, qui sera bientôt en construction,
sera un lieu idéal pour la création et la mise en œuvre, en partenariat avec les structures culturelles guingampaises, de projets favorisant l'expression du sensible. Nous avons imaginé que l'inauguration de ce lieu puisse être l'occasion pour les acteurs du tiers-lieu culturel de Kersalik d'organiser le premier colloque régional ou national des tiers-lieux culturels en EHPAD, pour que la philosophie de Kersalik puisse rayonner plus largement encore. Enfin, nous avons mis en avant l'importance, pendant le PEPS, de prendre en compte réellement la parole des personnes âgées dépendantes, sans que chacun ne s'y projette. Et nous souhaitions proposer que des personnes âgées de Kersalik puissent rédiger leur propre charte ou plaidoyer autour de leurs besoins culturels. Voilà, ce serait un projet à venir. Pardon. Nous vous remercions pour votre écoute. Eh bien, merci à toutes pour ce travail qui est assez émouvant, bien sûr, pour nous tous. Je suis très contente aussi parce que moi, quand je fais partie de la première promotion, et c'est vrai que quand j'ai redécouvert Kersalik, parce que je connaissais Kersalik il y a quelques années, et puis avant tous ces changements, et je suis revenue après. Et quand je me suis dit l'INSEAC s'installe à Guingamp et en plus il y a cette EHPAD de Kersalik, enfin, je me disais qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui se produise, quoi. Donc ça c'est vraiment une satisfaction. Bravo pour votre travail, d'avoir mené aussi toutes ces enquêtes auprès des personnes. C'est difficile de faire émerger des besoins en fait auprès des personnes âgées. C'est pas toujours évident en fait de pouvoir en déceler des préconisations et puis des pistes de recherche pour des futurs projets, mais je pense qu'il faut continuer de le faire et puis aussi envisager l'EHPAD bien sûr dans sa globalité avec les soignants, et vous l'avez vraiment bien fait. Et là où j'ai été aussi agréablement surprise, c'est dans le questionnement aux familles. Je trouve ça super que vous ayez aussi mis dans la boucle les familles, et quand vous avez été surpris du nombre de familles qui s'est prononcé et c'est qu'il y avait vraiment quelque chose d'important à réaliser avec les familles pour faire tiers-lieu. Les préconisations, je me suis fait plein de notes parce que moi, dans mon travail, même actuellement, je pense que je vais pomper plein d'idées, si vous me permettez. J'ai beaucoup aimé les outils de communication et notamment le fanzine. Enfin, je pense même peut-être pour les personnes âgées à domicile, dans la manière de créer du lien et en même temps de communiquer sur des offres culturelles. Et puis le tiers-lieu aussi comme endroit de changement potentiel pour le territoire. Je trouve ça aussi très intéressant, c'est-à-dire là, la question, elle s'ouvre d'une manière plus large au niveau de l'accessibilité. Et si en plus, on peut embarquer les acteurs culturels à être davantage accessibles, dans le sens très large, c'est très positif. Voilà. Bon, j'espère que mon commentaire est à la hauteur de votre travail. J'étais aussi stressée que vous, en fait, d'être jury. Voilà, donc j'espère que c'est bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre travail. Ouais. Et puis, votre émotion, elle a toute sa place aussi dans ce travail. Donc, c'est très, très beau. Merci. Ouais. Merci. C'est un merci. Juste, quand on a un tout petit peu parlé avant, de l'émotion, il y en a eu aussi pendant la lecture. Alors, j'ai la rude tâche d'aborder des questions qui fâchent. Alors, pour le public, je suis plutôt attaché au côté financier des choses et des préconisations. J'ai lu votre dossier et j'en ai fait la remarque, c'est que j'ai beaucoup apprécié cette lecture qui était, vous cherchez pas à être une lecture savante. En fait, j'ai compris des choses. Il y a beaucoup de poésie, beaucoup de belles images, et en fait, ça vient vraiment donner du corps et du sens à votre démarche. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Mais avec aussi une précision du texte qui fait qu'on vous suit vraiment bien dans votre réflexion. Et je crois que ça apporte beaucoup dans la précision de ce que peut être un tiers-lieu. Beaucoup de gens font marche arrière quand on parle de ce mot, et là, vous lui avez redonné du sens. Et donc ça, je tenais à le souligner.
Concernant les préconisations, vous en avez élaboré 8 ou 9, enfin, je n'ai pas compté parce qu'il y en a plusieurs avec des thématiques différentes. Les spécialistes de Kersalik vont sans doute apprécier. La question était sans doute difficile parce que ça venait un petit peu vers la fin. C'est difficile de faire émerger les choses par rapport à des besoins et à ce que, effectivement, toute l'organisation entre ce qui existe déjà, ce qui est potentiellement faisable. Donc après, c'était un petit peu ça, ce manque de prise de vision globale, d'agencement un peu entre tout ça. Voilà, l'étape suivante, c'était vraiment de travailler sur un plan, une planification, ou du moins des idées de planification pour donner une cohérence, puisqu'il y avait il y a la préconisation centrale qui est un poste, enfin la création d'un poste. Vous auriez pu l'organiser de façon globalisée plutôt que par petites touches, sachant que certaines préconisations étaient valorisées, d'autres pas, et pas avec les mêmes outils, puisque je pense que chacun a pris un peu sa part du travail. Et voilà, donc c'était un peu ça, c'est que comme c'est un seul lieu, c'est pas finalement des choses ponctuelles comme ça. Vous auriez pu travailler une globalisation du projet, un peu mise en place pluriannuelle, et puis voilà, aller un petit peu plus loin. Après, j'ai effectivement beaucoup apprécié Fanzine aussi. Je rejoins j'ai oublié Carole, par rapport au fait que Fanzine peut être aussi un document qui lie les personnes arrivées à un certain âge, mais qui sont encore chez elles, pour ne pas qu'il y ait ce fossé entre cette vision de l'EHPAD où finalement on y rentre, on n'y va pas, on n'a pas envie d'y aller. Au contraire, ce tiers-lieu peut être ce sas de transition pour ne pas avoir peur, à un moment donné, de dire « je veux habiter là ». Merci. Est-ce que vous voulez répondre ? Non, je pense qu'effectivement, en ce qui concerne les préconisations, nous aurions pu penser effectivement les projets de façon plus globale. Nous avions imaginé, planifié dans le temps certaines de ces actions, d'autant qu'avec les personnes âgées, la question du temps se pose. Je pense qu'on a beaucoup de choses encore à réfléchir sur cette question, sur des projets ponctuels, des projets qui s'inscrivent dans la durée, mais avec des organisations particulières. Donc il y a une résidence d'artistes, par exemple, qui va interroger cette question et qui va, entre guillemets, tester en fonction aussi de ce que les personnes âgées vont exprimer, mais une résidence d'artistes où la présence de l'artiste serait regroupée sur 2 semaines de façon journalière. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à tenter en collaboration avec les personnes âgées pour justement, comme pour nous, planifier les choses de façon plus pensée et avec plus de distance, je pense. Mais voilà, je pense que là, ça s'inscrit peut-être dans aussi une question de planification tout simplement de notre projet expérimental. C'est bon ? Merci. Vous avez rendu Philippe poète et je vous en remercie, mais en vrai, on le savait un peu déjà. Justine ? Si je ne me mets pas à pleurer pendant. Oui, donc vraiment, je tiens vraiment à vous féliciter parce que il y a une qualité de réflexion dans ce travail qui, moi, m'a émue, mais aussi impressionnée. Je tiens à vous le dire que toute la conceptualisation du tiers-lieu, l'aller-retour entre le terrain et la théorie. Est-ce que je vais vraiment me mettre à pleurer en parlant de ça ? Ok. Vraiment, j'étais bluffée parce que c'est une notion que même, je pense, un spécialiste ne saurait même pas définir. Et je trouve que vous avez été à la fois hyper, audacieuse dans le saut que vous avez fait à l'intérieur de cette notion d'hétérotypie, de tiers-lieu, et en même temps hyper précautionneuse. Et moi, j'ai adoré lire cette partie. Effectivement, vous avez réussi en fait à utiliser beaucoup de théories et en même temps avoir un langage qui est effectivement, comme l'a dit Philippe, en fait, j'avais vraiment l'impression de vous voir comme si on vous avait filmé en train de discuter entre vous, en train de rédiger votre partie. Et en fait, je me suis dit, ça ressemble à Kersalik, ça vous ressemble. Et voilà, ça, c'était vraiment hyper plaisant. C'est dynamique, il y a des citations, il y a des retours sur votre expérience, on sent la progression au fil de la lecture. Voilà, moi le tout petit bémol, mais c'est vraiment pour dire qu'il y a un bémol, c'est que personnellement, moi j'ai lu le dossier,
Donc, je sais toutes les préconisations, toute la progression, et peut-être que les personnes qui n'ont pas lu le dossier pendant la soutenance ont peut-être pas entendu toutes les préconisations précisément. Mais ça, voilà, je veux dire, c'est un détail. Et si je peux juste prendre 3 minutes, parce que j'aimerais bien vous lire l'extrait qui m'a le plus ému, en fait, parce que pour que tout le monde l'entende, pas pour que tout le monde pleure, mais parce que c'est très émouvant. Est-ce que vous m'autorisez à le faire ? Oui. C'est un compte rendu à la suite à un échange informel avec Jasmine Panchan, c'est ça ? Fondatrice de l'association Ling Tsiwu, enseignante en Tai Chi Chuan et Qigong. Alors je lis du coup le petit encadré, hein. C'est page 116. Donc Jasmine a donné des cours de Tai Chi à la résidence Kersalik de 2016 à 2022 avant de laisser la main à Vincent, soignant. Ces 6 années ont été sa première expérience avec le public âgé. Elle avait la volonté et l'envie de travailler avec ce public en particulier. Jasmine raconte avoir vécu des moments très émouvants et a assisté à la création d'un véritable partage collectif entre habitants durant les ateliers Tai Chi. En tant que professionnelle, elle a dû se réinventer, chercher et s'adapter aux attentes des personnes âgées. Elle s'est interrogée, au fond, le Tai Chi, c'est quoi ? C'est quoi le mouvement, l'harmonie, la souplesse ? Elle a cherché de nouveaux outils. Dès le début des ateliers, un noyau dur s'est formé. Jasmine revient sur la fierté ressentie par certains habitants lorsqu'ils annonçaient à d'autres ou à leur famille « Je peux pas, j'ai Tai Chi ». En dehors du travail corporel, Jasmine a aussi organisé des temps de discussion autour des différents thèmes liés au bien-être, à la santé, à la respiration, à la gestion des émotions. Jasmine explique avoir confié des petites fiches d'outils et d'exercices à un petit groupe de personnes qui s'entraînaient ensuite en autonomie dans les salons des villages en dehors de l'atelier hebdomadaire. Elle raconte avoir été impressionnée par un habitant qui mettait plus de 10 minutes à entrer dans la salle d'atelier et qui souhaitait se débrouiller seul avec son déambulateur malgré de lourdes difficultés à se mouvoir. Il faut imaginer que ce monsieur a mis encore plus de temps à se déplacer depuis sa chambre. Et là, c'est là le moment. Jasmine Panchan a décidé d'arrêter d'animer l'atelier lorsqu'elle a senti que c'était pour elle le moment, c'est-à-dire lorsque le noyau dur de son cours était parti. 3 petits points. Parti comment ? Parti. Et donc moi, je vous félicite tout simplement pour cet écrit à la fois très qualitatif scientifiquement, mais aussi poétiquement, on va dire. Voilà, c'est tout pour moi et c'est déjà pas mal. Merci. Oui, pour les personnes du public qui ne sont pas au courant de tout, en fait, dans le cadre des PEPS, on réalise un dossier, voilà, et toute une partie des tâches qui nous ont été demandées, c'était de passer par un état des lieux pour ensuite comprendre la philosophie de Kersalik et pouvoir faire des propositions et des préconisations pour la suite par rapport à notre sujet, donc le tiers-lieu culturel. Et donc nous avons proposé, comme M. Abgrall, vous le disiez, 8 ou 9 projets différents sur tout un tas de thématiques, la communication, la gastronomie, l'accessibilité, les actions culturelles, la création d'une fiche de poste. Donc voilà, on aurait pu, c'est vrai, prendre le temps de le rappeler en début de soutenance. Merci Justine pour ta lecture. Je sais pas si... Merci d'avoir été touchée par tout ça. Ce qui est très bien, c'est que vous avez pu avoir cet espace de clarification dans le dialogue, qui a préservé aussi la forme de votre première orale, qui était aussi une première séquence, donc c'est aussi ce que ça permet de faire. Chère Zoé. Si vous voulez, je peux faire redescendre l'émotion avec la seule remarque que je ferai sur la forme, et je vous enverrai le dossier, c'est qu'on sent qu'il y a eu une relecture qui a été compliquée à finir, et notamment vous avez eu du mal à choisir comment vous vouliez écrire tiers-lieu, où on met les majuscules, où on met les minuscules, enfin voilà. Donc je vous le donne, et je vous donnerai, si jamais mon dossier, comme ça vous pourrez voir, enfin on va pas passer tout le jour à parler de ça. Donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment un travail et une lecture où on est vraiment immergé dans votre réflexion commune. Vraiment, c'est ce qui a été dit, c'est qu'on sent que c'est un travail extrêmement humain. Et moi, j'ai été vraiment impressionnée des différentes littératures que vous mobilisez pour parler du sujet, très touchée notamment par la lecture de l'ouvrage d'Annie Ernaux, parce que déjà, c'est une référence sur laquelle je n'aurais jamais pensé pour parler d'un sujet qui associe professionnel et scientifique, mais qui fonctionne extrêmement bien. Et je trouve que c'est vraiment ça la force de votre sujet, c'est que vous avez vraiment essayé de comprendre ce que ça faisait de vieillir, ce que ça faisait de travailler dans un EHPAD, ce que ça faisait d'être dans un EHPAD. Et je trouve qu'il y a vraiment une humanité qui se dégage
de tout ce dossier et de votre soutenance aussi. Et je pense que la preuve que tout le monde a envie de pleurer, c'est vraiment la preuve que ça touche à quelque chose de bien plus qu'un simple projet d'expérimentation. Ensuite, moi, j'ai quelques questions et j'ai une remarque parce que en lisant votre dossier, j'ai eu une réflexion sur l'accessibilité. Parce que vous parlez qu'avec les personnes âgées, la question de l'accessibilité, c'est aussi pouvoir voir, pouvoir entendre. Et du coup, je me demande comment est-ce qu'on va pouvoir, les structures culturelles s'organisent pour essayer de comprendre ce que ça fait d'aller voir une pièce de théâtre quand on entend mal ou quand on voit mal, et qu'est-ce qu'on peut faire, quels outils on peut mettre en place pour vraiment réussir à faire en sorte que l'expérience esthétique ne soit pas dégradée, que l'expérience sensible ne le soit pas non plus. Parce qu'on est face, effectivement, la vue se dégrade, l'ouïe se dégrade, mais comment est-ce qu'on fait pour proposer des propositions culturelles qui restent des expériences sensibles à part entière. Voilà, c'est une première réflexion que m'a inspirée la lecture de votre dossier. C'est pas vraiment une question, car on ne va pas y répondre maintenant, mais... ensuite, une autre question, je me demandais si vous saviez le nombre de la population des plus de 65 ans qui sont en EHPAD. C'est une question que j'ai eu à la lecture du dossier, donc si jamais vous avez l'information, je veux bien la savoir. Si vous ne la savez pas. En France. Je ne sais pas du tout si c'est une information qui se trouve en plus. Voilà. Excuse-moi, est-ce que tu peux redire ce que peut-être que je peux répondre à la question la part des plus de 65 ans qui sont en EHPAD en France. Voilà. Si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresse. Oui, est-ce que la donnée existe? On me dit qu'elle existe. Parfait, on regardera ça ensemble. Oui, mais je dis ça, Emmanuel, parce qu'elle parle d'un homme de 64 ans qui est en EHPAD et qui le vit de manière douloureuse. C'est pour ça aussi, c'est un témoignage que je trouve aussi assez marquant et qui concerne des gens aussi qui sont en EHPAD à 64 ans. Ça veut dire quelque chose aussi de quels espaces on peut construire pour ces personnes-là aussi. Ensuite, vous dites que le fait que très peu de personnes qui aient connaissance de ce tiers-lieu, de sa définition, peut se comprendre par sa provenance de courant rebelle. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus d'explications sur le choix du mot rebelle? C'est une question vraiment très spécifique. Et ensuite, vous parlez que les soignants ne sont pas... On ne peut pas différencier les soignants du médecin, ce que je trouve assez intéressant. Et du coup, je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui est bien vécu par tous les soignants? Et aussi, est-ce que du coup, le fait que ça soit... Et si c'est bien vécu par tout le monde, moi, je trouve ça du coup très intéressant comment le tiers-lieu permet aussi de faire d'un lieu de travail où il peut y avoir beaucoup de souffrance au travail. En fait, on en fait vraiment un lieu où on se sent bien. Voilà. Et je trouvais ça assez intéressant d'amener aussi cette réflexion quand vous parlez des habitants. Mais je trouve ça bien de ne pas oublier les soignants qui vivent aussi avec eux. Voilà, c'est tout pour moi. Le nombre de questions, vous choisissez les questions auxquelles vous répondez. Voilà. C'est la... Voilà. Merci beaucoup et merci de la qualité des interventions. Merci. Moi, je vais répondre à propos de l'accessibilité sur les structures culturelles. Je sais qu'il y a pas mal de personnes de leur plein gré qui essayent d'aller au cinéma, d'aller au théâtre en gênant l'un de leurs sens, et que sur pas mal d'associations ou d'entreprises, ça a permis de dégager des alternatives ou des idées que, par exemple, dans les grandes entreprises, ça n'a pas encore été fait. C'est des choses qui peuvent se voir notamment parce que les structures culturelles se doivent d'être accessibles. C'est une obligation par la loi et normalement c'est censé être puni, mais ça, Pascal Parsa s'en en charge. Et donc en fait il y a plein de moyens de le faire, et c'est juste que ça fait partie aussi du travail, notamment en mettant le surtitrage à une soutenance, de montrer qu'en fait c'est partout, c'est tout le temps, et que du coup peu importe le travail qu'on mène, qu'on soit en action culturelle ou autre, c'est tout aussi important. Et donc ça, c'est justement connaître la notion, connaître ce que ça veut dire globalement, et avoir des outils pour trouver les nouvelles ressources qu'on peut mettre en place. Sur l'usage du mot rebelle et de ce que ça peut avoir de difficile peut-être pour certaines personnes à envisager, c'était simplement un clin d'œil aussi à l'origine des premiers tiers-lieux qui ont été revendiqués comme tiers-lieux dans les années 80-90 sur des anciennes friches industrielles par des mouvements de personnes qui se revendiquaient underground, punk, rebelles, etc. Alors pour le tiers-lieu, concernant l'écriture des mots tiers-lieu, en fait, notre correction n'était pas complètement aboutie, notre lecture. Par contre, nous avions pris le parti d'écrire tiers-lieu en minuscule lorsqu'il s'agissait de le nommer dans sa façon
voilà, de façon générale, et de mettre une majuscule lorsque nous nommions un tiers-lieu particulier, comme le tiers-lieu culturel de Kersalik. On laisse la place à d'autres commentaires. Bien joué. Merci. Alors moi, il n'y aura pas de questions parce que je voudrais vraiment laisser la parole à Mickaël de dire à quel point j'étais sensible à votre usage du navire. Moi, c'est le bateau de Thésée sur la question de l'identité numérique et les changements dans le temps. On en a déjà discuté. Vraiment, c'est une vraie discussion à avoir avec Philippe. C'est que l'écriture savante et poétique, parfois, ça va bien ensemble. Je crois qu'il y a quelque chose, on parle de temps en temps, quand on écrit des mémoires, il faut lire de la poésie à tout prix. Après, si on n'aime pas la poésie, on n'est pas obligé. Voilà. Voilà, de l'usage de Certeau, de Durkheim, c'est pas du chiquet, on en a déjà parlé. Vraiment de dire sur cette chose qui est importante et qui est à la fois très philosophique et très pratique, c'est la conscience du projet, qui est vraiment le point que vous soulignez, qui est vraiment important et qui est cette piste à la fois de progrès, de dire aussi que moi, dans les préconisations que vous proposez, l'adhésion à un collectif, c'est pas la plus compliquée, mais je la trouve très, très, très fine. Et c'est comment on continue de vous dire aussi, et ce sera une première proposition à nos collègues de Kersalik et à Mickaël, c'est-à-dire que en aucune année on épuisera un projet comme cela, c'est-à-dire que on continuera. C'est-à-dire on écoute ce que vous dites pour aussi le continuer. Que si un jour il y a un colloque accueilli par ici, on en fera partie, y compris dans nos dispositifs locaux. Je veux dire, c'est ces réponses-là, parce qu'on n'arrive pas à faire tout rentrer dans 80 pages, 100 pages, 200 pages, et ce qu'il faut, c'est du temps, mais c'est pas 1 an, 2 ans, c'est un horizon. Donc voilà, comme le navire, il y a des choses qui sont importantes. Je suis allé une fois au Festival du Champ Marin de Paimpol, il y a des navires, quand on les voit partir, on a l'impression qu'ils nous amènent avec eux en voyage. C'est pas tous les bateaux qui nous font ça, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir regagner un peu de temps, évidemment. C'est quelque chose d'important de dire, évidemment, que ça continue aussi, je crois, avec un stage, et que c'est aussi des choses très pratiques qui sont cette manière de continuer. Et moi, je vais surtout pas vous demander de réponse, parce que je regarde le temps. Voilà, et est-ce que vous m'autorisez à donner la parole à Mickaël, et vous pouvez répondre en même temps, mais je passe déjà tout de suite au micro, comme ça vous êtes sûr que je ne reprends pas la parole. Grand merci, déjà. Alors, une frustration, hein, c'est pas de l'avoir organisé à Kersalik, cette soutenance. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Voilà, et j'en suis alors déjà frustré sur le premier contact, mais alors là encore plus. Parce qu'on avait vraiment un temps de communication privilégié là, sur votre travail et sur l'environnement. Et je crois que ça aurait été vraiment porteur. Voilà, donc ça c'est pour moi. Non, merci. Je voudrais... on parlait un petit peu de la difficulté peut-être de faire ressortir aussi la présence des professionnels dans la structure et l'importance du mot soignant. Nous, tout corps de métier confondu, nous sommes soignants. La famille, quand elle rend visite, elle est soignante. Et je crois que ça, c'est une notion à prendre en compte aussi sur les futurs projets. C'est-à-dire que on est tous porteurs de bien-être quand on vient rendre visite à l'habitant. Et ça, à travers le soin qui soit culturel, je crois qu'on a là tout un tracé, un chemin à suivre là-dessus. Alors, tiers-lieu culturel, merci beaucoup aussi pour ça, parce que ça veut dire beaucoup plus concret pour moi aussi. D'accord ? Faut savoir nous, quand on a postulé, concouru à l'appel à projet tiers-lieu CNSA, on s'est rendu compte qu'on était déjà tiers-lieu en notre fonctionnement. Nos villages, nos services ou nos unités, pour ceux qui ne voient pas un petit peu l'architecture, on s'est rendu compte qu'on était tiers-lieu parce que nos habitants font les choses avec nous et on est là dans un échange, en fin de compte, de connaissances
interprofessionnels, inter-habitants, et qu'en fin de compte, on se rend compte qu'ils viennent de nous donner des choses et que nous, en retour, on en donne aussi énormément. Donc de là, notre petit village, en soi, sont les tiers-lieux. Et de là, aller plus loin et descendre sur ce tiers-lieu culturel, c'est un cheminement qui maintenant nous semble naturel, mais qui au départ n'était pas du tout acté. Voilà, donc ça m'éclaircit sur beaucoup de choses. En écoutant Damien, je me dis aussi que la retraite n'est pas encore là. Hein. il y a des perspectives incroyables. Et pour répondre aux finances, à part le poste, bien sûr, qui est le plus compliqué, je crois que dans les préconisations, c'est vraiment en plus du concret et du réalisable, oui. Ouais, voilà, donc un grand merci. Nous, on n'en tire vraiment que du positif. On en a parlé en équipe l'autre jour. Armel, tu es passé. On avait une réunion d'équipe la veille. Et je les avais remerciés de leur temps qu'ils vous ont accordé. Et voilà. Et en contrepartie, eux nous disent merci aussi. Voilà. Puisqu'ils comprennent également le sens de notre bourg kersalique. Voilà. Un grand merci également, alors. Je pense qu'on l'a déjà dit de manière formelle et informelle, mais on est toutes les quatre très contentes d'avoir pu travailler sur ce projet. Et on en a toutes tiré des transformations, ou si ce n'est des transformations, des réflexions personnelles qui vont continuer de nous animer. Donc merci à l'INSEAC et à Kersalic pour tout ça. Donc d'un point de vue effectivement plus affectif, c'était une très belle expérience humaine qui va se poursuivre en ce qui me concerne. Donc je suis vraiment très heureuse. Et je voulais quand même ajouter que lundi, j'ai participé à un petit bac qui est ritualisé depuis très longtemps. Et nous avons beaucoup ri avec les personnes âgées. Et je tiens à dire que vraiment, c'est un aspect qu'il ne faut absolument pas négliger non plus. Voilà, les personnes âgées dépendantes ont aussi envie de rire. Voilà, et c'était participer à cette activité culturelle, c'était vraiment un moment fort pour moi. Voilà. Désolée, Justine. Bravo. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le nous savoir avec un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines diffusions. Merci de votre écoute. Sculptez le son, aiguisez son regard. L'INSEAC du CNAM.